Quand j'avais 8 ans, Julien m'a poussé dans les escaliers et m'a fracturé le poignet. Il a pleuré quand nos parents sont arrivés et a dit que c'était un accident. J'ai été punie pour avoir tout commencé. C'était toujours comme ça chez nous, Julien faisait des bêtises, et c'était moi qui nettoyais ou, pire, qui était puni. Il était le garçon au sourire éclatant, aux mensonges habiles, avec une auréole que personne ne remettait en question. Moi, j'étais celle qui rendait les choses tendues. Il s'en sortait toujours, sécher les cours, voler de l'argent dans le portefeuille de papa, manquer de respect à maman. Ils appelaient ça juste un garçon qui grandit. Moi, j'avais droit à des sermons, trop émotives, trop sensibles, trop, tout. Si je pleurais, on m'accusait de faire des scènes. Si je me défendais, on me disait que j'étais la raison pour laquelle la maison n'était jamais paisible. À 13 ans, j'avais appris à me taire. Ma chambre était devenue mon refuge, porte verrouillée, écouteurs sur les oreilles, devoir comme unique distraction. Julien entrait quand il voulait, prenait ce qui lui plaisait et se moquait du reste. Mes parents ne levaient même pas les yeux. À mon anniversaire, je recevais des cartes cadeaux et des câlins maladroits. Julien avait droit à des fêtes, du bruit, de l'attention. Chaque année, je me rétractais un peu plus à l'intérieur. À 17 ans, j'ai emballé tout ce que je possédais dans 2 sacs et je suis partie sans plan. J'en avais fini de faire semblant d'avoir un foyer. Personne ne m'a couru après. Personne n'a appelé. C'était comme s'ils attendaient que je disparaisse. J'ai survécu sur des canapés et des petits boulots, appris à vivre avec peu, à m'habituer au silence. Ce n'était pas encore la liberté, pas vraiment, mais c'en était proche. Des années plus tard, quand tout s'est effondré et que je n'avais plus nulle part où aller, j'ai fait l'erreur de les appeler. Quand l'hôtel a fermé, ils ne nous ont même pas convoqués au bureau. Juste un email groupé et un dernier chèque qui ne couvrait même pas le loyer. J'avais 3 semaines pour trouver une solution. Ma colocataire a fait ses valises et est partie chez ses parents en quelques jours. Moi, je n'avais pas cette option. J'ai vendu ce que je pouvais, donné le reste, et utilisé mes dernières économies pour acheter une vieille cellule de camping pour mon camion. Elle fuyait quand il pleuvait et sentait le carton humide, mais elle était à moi. J'ai appelé ma mère pour demander si je pouvais me garer dans leur allée pendant quelques semaines. Elle a hésité, dit qu'ils étaient débordés. Julien et Mera s'étaient installés là, et la maison est pleine. Mera m'a envoyé un texto le lendemain, j'espère que la benne du camion est confortable. J'ai trouvé le parking d'un supermarché où l'on ne faisait pas enlever les véhicules et j'ai appris à faire durer les repas avec une glacière et des plats instantanés bon marché. Je branchais un câble à une prise de l'église quand personne ne regardait, et j'utilisais les douches de la salle de sport ouverte 24h24. C'était le plus bas que j'ai jamais atteint. Mais dans le silence, j'ai appris à vivre sans demander. J'ai appris ce dont j'avais besoin, ce que je pouvais endurer. J'ai appris à dormir malgré les sirènes et à me réveiller sans peur. Je ne le savais pas encore, mais cette cellule, celle qu'ils avaient tant moquée, était la première chose que j'avais réellement possédée. Le travail est arrivé grâce à une connaissance d'un ami, dans un entrepôt de livraison, dans la ville voisine. Ce n'était pas glamour, des cartons, des chariots élévateurs, des débuts à l'aube, des nuits tardives, mais ça payait plus que le salaire minimum et on ne posait pas trop de questions. Le responsable, un homme grand nommé Ron, au visage tanné par le soleil et au rire de fumeur, a jeté un coup d'œil à la cellule de mon camion et a simplement hoché la tête. Je me suis garé près de la clôture arrière, là où personne ne regardait jamais. Personne ne disait rien tant que j'arrivais à l'heure et que je ne me plaignais pas. La routine m'a sauvé. Mes journées commençaient avant le lever du soleil. J'enfilais des gants, chargeais des palettes, baissais la tête. Personne ne se souciait de qui j'étais ou d'où je dormais. Ils voulaient juste que je sois là, que je fasse ma part. Et je l'ai fait. Toutes les heures supplémentaires que je pouvais prendre. Tous les week-ends que personne ne voulait. Je n'avais nulle part où aller, et le travail m'empêchait de me perdre dans mes pensées. Quand il a commencé à faire froid, Ron m'a laissé tirer une rallonge depuis le bâtiment pour brancher un petit chauffage. Je lui ai dit que je travaillerais gratuitement le dimanche pour payer l'électricité. Il m'a fait un geste de la main pour dire non, mais j'ai travaillé les dimanches quand même. Petit à petit, j'ai réussi à constituer un petit compte épargne. J'ai acheté de nouveaux pneus, remplacé l'isolation de la cellule du camion, pris un abonnement à la salle de sport juste pour pouvoir me doucher. Le week-end, je m'asseyais dans la cellule avec une boisson chaude, écoutant la pluie tambouriner sur le toit, et je me sentais étrangement en sécurité. Ce n'était pas juste un abri. C'était à moi. J'ai gardé mon monde petit. Aucun appel à ma famille, aucune mise à jour sur les réseaux sociaux.
J'ai cessé de me soucier du fait que quelqu'un sache si j'existais. Ce silence, autrefois étouffant, était devenu ma liberté. Les mois ont passé ainsi, calmes et disciplinés. Puis, un après-midi, après une longue journée de travail et une marche tranquille jusqu'à mon camion, je suis tombée sur une annonce affichée sur le mur de la salle de pause. Une maison, petite, proche, abordable. J'ai failli ne pas prendre le numéro, mais ma main s'est tendue avant que je puisse l'en empêcher. La maison n'avait rien de spécial, une habitation préfabriquée avec 3 chambres, un revêtement extérieur décoloré, une marche d'entrée affaissée, mais il y avait de la plomberie, un vrai toit, et des murs qui allaient m'appartenir. J'ai mis presque chaque centime que j'avais économisé dans l'apport initial et j'ai pleuré sur le parking de l'agence de prêt après avoir signé les papiers. Pas de tristesse, mais un mélange d'épuisement, de soulagement, d'incrédulité. Je n'ai rien dit à personne pendant plusieurs jours. Je passais simplement devant le soir, la regardant reposer tranquillement sous la lumière pâle du porche, comme si elle m'attendait pour rentrer à la maison. Quand j'ai enfin emménagé, j'ai dormi à même le sol la première nuit, enroulé dans 2 couvertures, avec un petit chauffage qui bourdonnait à côté de moi. C'était le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des années. Le lendemain, j'ai garé le camion à l'arrière et j'ai descendu la cellule de la benne. Je l'ai nettoyée, recouverte d'une bâche, et laissée là, près de la clôture, comme un rappel silencieux du chemin parcouru. Une semaine plus tard, sur un coup de tête, j'ai posté une photo sur Facebook, juste la lumière du porche et le numéro de la maison, avec la légende « J'ai construit cette vie depuis l'arrière d'un camion ». Je ne m'attendais à rien. J'ai eu quelques likes, un message d'un ancien collègue. Puis le silence. 3 semaines plus tard, ils sont arrivés. Julien et Mera, mes parents, tous debout sur mon porche comme s'ils arrivaient à une réunion de famille. Je ne leur avais jamais donné mon adresse. Ils ne m'avaient jamais demandé s'ils pouvaient venir. J'ai ouvert la porte, stupéfaite, et ils sont tous entrés avant que je ne puisse dire un mot. Ils ont arpenté les pièces comme des touristes visitant une maison témoin. Mera a chuchoté quelque chose à l'oreille de Julien et a gloussé. Ma mère a hoché la tête, souriante. « Tu as beaucoup d'espace pour une seule personne », a-t-elle dit en passant ses doigts le long du mur du couloir. Mon père se tenait dans la cuisine, regardant autour de lui comme s'il réaménageait déjà les placards. Je n'ai pas dit grand-chose, je les ai simplement suivis de pièce en pièce, le cœur battant, la bouche sèche. C'était comme assister à une lente invasion. Lorsqu'ils ont enfin quitté la maison, Julien est resté un moment près de la porte, la main posée sur le cadre. « Parlons bientôt », a-t-il dit. « J'ai quelque chose que tu voudras entendre. » Julien est revenu le lendemain après-midi, seul cette fois, avec un café à emporter à la main, et cette confiance désinvolte qu'il portait toujours comme une veste. Il n'a pas frappé, a juste toqué une fois et est entré comme si c'était encore notre maison d'enfance, et que j'étais juste là temporairement. J'y ai réfléchi, a-t-il commencé en s'installant sur ma chaise de cuisine comme si elle lui appartenait. Cet endroit nous conviendrait bien. Plus près de mon boulot, meilleur quartier scolaire. Tu as des chambres en trop. Il a pris une gorgée et a souri comme s'il venait de m'offrir un billet gagnant à la loterie. Au fait, Mera est de nouveau enceinte. Donc oui, on aurait vraiment besoin de l'espace. Je l'ai fixée, attendant la chute de la blague. Elle n'est jamais venue. Évidemment, tu serais toujours là, a-t-il poursuivi en agitant la main comme si tout cela avait déjà été approuvé. Mais on aurait besoin de la chambre principale pour le bébé. Tu pourrais prendre la plus petite chambre ou, franchement, retourner dans la cellule du camion pour l'instant. Tu étais à l'aise là-dedans avant, non? Je n'ai rien dit. Il s'est adossé à la chaise, tapotant la table du bout des doigts. Il faudrait quand même un peu de structure, évidemment. Des heures de silence, pas d'invité sans notre accord. On partagerait les courses, mais Mera cuisine, donc c'est un plus pour toi. C'est là que quelque chose en moi s'est brisé. Pas violemment, pas théâtralement, mais comme un fil tiré trop fort, trop longtemps. Je me suis levée, les paumes à plat sur la table, et j'ai regardé mon frère droit dans les yeux. Non, ai-je dit. Il a cligné des yeux, confus. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je veux dire que vous n'allez pas emménager. Tu ne vas pas réorganiser ma maison. Tu ne vas pas établir les règles, et je ne vais pas dormir dans une cellule de camion pour que toi et Mera puissiez jouer à la petite famille dans quelque chose que vous n'avez pas mérité. Son sourire vacilla. Céleste, sois raisonnable. J'ai été raisonnable toute ma vie. J'ai été raisonnable quand maman t'a laissé mentir en disant que tu ne m'avais pas brisé le poignet. J'ai été raisonnable quand tu as emprunté mon fonds pour l'université pour ton idée d'entreprise.
J'ai même été raisonnable quand vous m'avez laissé vivre derrière un entrepôt sans même vous soucier de savoir où j'étais. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais je ne le laissai pas faire. C'est ma maison. À moi. Vous n'avez pas le droit d'entrer et de me l'enlever. Julien partit sans finir son café. Et pour la première fois depuis des années, le silence qui suivit me sembla être un choix. Un jeudi après-midi, je rentrai dans l'allée et sentis aussitôt que quelque chose n'allait pas. Mon paillasson était de travers. La lumière de la véranda était allumée et les stores du salon, habituellement bien baissés, étaient ouverts. J'essayai ma clé dans la porte d'entrée. Elle ne rentra pas. Je retentai, plus lentement, la main tremblante. Toujours rien. Je fis le tour de la maison et vis le camion de Julien garé sur le trottoir, la benne baissée. À travers la fenêtre, j'aperçus Mera empilant des cartons dans mon couloir, comme si elle y avait toujours vécu. Julien apparut derrière elle, tenant l'une de mes couvertures. Ils n'étaient pas simplement venus visiter. Ils avaient emménagé. Je toquai fort une fois, 2 fois. Mera tourna la tête, un sourire narquois aux lèvres. Julien arriva à la porte, sans même masquer son assurance. « Qu'est-ce que vous faites là » dit-il, comme si j'étais l'intruse. « C'est ma maison » répondis-je, la voix glacée. Il brandit un papier plié, déjà froissé et taché. « Tu as signé ce contrat de location. Tu as dit qu'on pouvait s'installer un moment. » Mon nom y était griffonné. La signature n'avait rien à voir. « Tu as falsifié ça » dis-je. Mera s'avança, les bras croisés, le ventre légèrement arrondi. « Arrête d'en faire tout un drame, Céleste. Tu as laissé la porte grande ouverte. Nous, on a juste officialisé les choses. » Je sortis mon téléphone et commençai à filmer. Julien tenta de bloquer l'objectif, mais je persistai. « Vous commettez un délit. Et vous avez forcé ma serrure, dis-je calmement. » Mera bondit en avant et me frappa le téléphone des mains. Il heurta violemment le sol, toujours en enregistrement. J'appelai la police. Ils arrivèrent en 10 minutes. Je leur montrai mon titre de propriété, les textos, même le post Facebook avec le numéro de la maison et la date. Julien bafouillait, tentait encore une fois de faire valoir le faux contrat. Mera injuria les officiers et m'accusa d'avoir abandonné le bien. Rien n'y fit. Ils furent sommés de partir sur le champ. Les policiers restèrent en retrait pendant que Julien et Mera, silencieux, traînaient leurs cartons jusqu'au camion. Mera marmonnait des menaces. Quand la porte se referma derrière moi, l'air dans la maison était encore chaud. Je verrouillai 2 fois et restai dans le couloir, le cœur battant, comme si même les murs devaient réapprendre à qui ils appartenaient. Je postai la vidéo, sans légende, juste Julien agitant ce faux contrat, Mera brisant mon téléphone, et ma voix, calme et posée, qui dénonçait leurs agissements. Au début, je pensais que personne ne réagirait. Puis les commentaires arrivèrent. Des cousins que je n'avais pas revus depuis des années me contactèrent. Une tante de Californie écrivit « Tout prend sens maintenant. Je me demandais toujours pourquoi tu avais disparu. » Des collègues me dirent « Bravo. Ça en prend du courage. » Pendant ce temps, Mera disparut des réseaux sociaux. Julien se fit silencieux. Mes parents ne publièrent plus de photos de brunch dominicaux. Leur silence en disait plus long que n'importe quel mot. Puis, un soir, mes parents se retrouvèrent sur ma véranda. Sans avertissement, sans excuse. « Julien traverse une période difficile » dit ma mère. « Ça ne fait qu'empirer les choses. »« Tu as prouvé ton point » ajouta mon père. « Peux-tu simplement laisser tomber ? Pour la famille ?» Je les regardai, et pour la première fois, je ne reculai pas. « Je le fais pour la famille » dis-je. Pour celle qui n'a jamais essayé de me voler. Ils restèrent sans voix. À ce moment précis, Naomi, ma cousine, arriva dans l'allée. Elle sortit de la voiture et se tint à mes côtés, discrètement, sans un mot. Ce fut la dernière fois que mes parents tentèrent de me culpabiliser. Ce week-end-là, je fis un double des clés pour Naomi. Une semaine plus tard, Julien me texta comme si rien ne s'était passé. « Hey, on peut parler ? C'est à propos des enfants et du loyer. » J'acceptai de le voir dans l'allée. Il arriva seul, les mains dans les poches, le regard fuyant. Il expliqua que Mera ne travaillait pas. Que les enfants grandissaient vite, lait en poudre et couches étaient chers. Ils avaient pris du retard. Il ne pria pas de réemménager, demanda juste de l'argent. Même quelques centaines par mois m'aideraient, dit-il, d'une voix basse et exercée. Je ne haussai pas la voix. Je ne m'énervai pas.
Je lui montrai mon tableau Excel, expliquai la taxe foncière, l'assurance, les réparations déjà effectuées. Je lui présentai la liste des revenus et locataires, j'avais commencé à louer la chambre à l'arrière et le studio du sous-sol à 2 collègues. Silencieuse, respectueuse, payant à l'heure. Je n'ai pas d'argent à donner, dis-je simplement. Je n'ai pas acheté cette maison pour servir de banque à quelqu'un qui a essayé de me la prendre. Julien ne répliqua pas. Il hocha seulement la tête, les lèvres serrées, puis retourna à son camion. Quelques jours plus tard, Mera passa en voiture et hurla à ma fenêtre, voleuse, traîtresse, sorcière froide et stérile. Je restai à l'évier, la regardai à travers le rideau, immobile. Plus tard ce jour-là, mes locataires arrivèrent avec valises et sacs de courses. L'une d'elles m'apporta un pain qu'elle venait de cuire, sans que je ne le demande. L'autre arrosa la pelouse chaque matin avant le travail. La maison semblait différente, pleine, mais paisible, habitée, mais sereine. Cette nuit-là, j'ouvris la bâche sur la cellule du camion et l'aériai. Je ne savais pas encore que j'en aurais de nouveaux besoins. Mais pas pour moi. Quand les résultats sont arrivés, quelque chose s'est brisé en Julien. Mera ne l'a pas bien pris. Elle a lancé des objets, hurlé sur lui devant les enfants. Quand leur aîné a essayé de s'interposer, elle s'est retournée contre lui aussi. Quelqu'un a appelé la police. Ils l'ont trouvée dehors, pieds nus, tremblante, criant dans la nuit. Elle a été emmenée, et Julien est resté là, debout dans l'allée, tenant la main de son fils. Je ne l'ai pas contacté. Je ne me suis pas réjouie. Je n'en avais pas besoin. Le divorce a été rapide. Mera a disparu apparemment en Arizona. Elle n'a pas emmené les enfants. Julien est retourné vivre chez nos parents. J'ai entendu dire qu'il parlait à peine. Mes parents ont cessé de se montrer à l'église. Plus d'excuses. Plus de fanfaronnades. Je me suis assise sur ma véranda ce soir-là, une boisson chaude à la main, écoutant le silence. Ni heureuse, ni en colère, juste en paix, juste au bout du chemin. Et puis, quelques jours plus tard, Julien est revenu sur le pas de ma porte. Mais cette fois, il ne venait pas demander la maison. Julien n'a pas frappé cette fois. Il est simplement resté en bas des marches, les mains dans les poches, le regard lourd. J'ai ouvert la porte, sans l'inviter à entrer. Il n'a pas demandé. Je ne suis pas là pour demander la maison, dit-il. Je sais que je n'en ai plus le droit. J'ai attendu. C'est pour Lucas, ajouta-t-il. Il ne dort pas bien chez maman et papa. Trop de bruit, trop de monde. Il m'a demandé si on pouvait vivre quelque part de plus calme. Ça lui manque d'avoir de l'espace. J'ai regardé derrière lui, là où la cellule du camion reposait sous l'arbre, propre et inutilisée. J'ai repensé aux nuits que j'y avais passées, grelottante, une couverture jusqu'au menton, faisant semblant que ses parois minces me protégeaient. J'ai pensé à tout ce que cette cellule m'avait appris sur la survie, quand personne d'autre ne tendait la main. Je ne vais pas te la donner, dis-je. Je ne te la demande pas, répondit-il. Je suis descendu de la véranda et l'ai conduit à l'arrière de la maison. Je lui ai dit qu'il pouvait la garer derrière, là où je pourrais garder un œil sur les choses. Qu'il y aurait des règles, pas de visiteurs bruyants, pas de Mera, pas de nuitée pour des inconnus. J'ai tout écrit, je lui ai fait signer, et nous avons enregistré une poignée de main. Julien n'a pas discuté. Il a simplement hoché la tête, la voix basse, merci. Vraiment. Je n'ai rien répondu. Je lui ai simplement tendu les clés de secours et je suis rentrée à l'intérieur. Il a emménagé ce soir-là, et au matin, j'ai entendu les rebonds doux d'un ballon de foot dans l'herbe. Une nuit, bien après que les enfants se soient endormis, j'ai entendu un bruit étouffé venant de la cellule. Je suis sortie, pensant trouver quelque chose de cassé ou de renversé. Au lieu de cela, j'ai trouvé Julien assis au sol, les épaules secouées, les mains couvrant son visage. J'ai tout gâché, murmura-t-il. Je l'ai laissé nous détruire, et je les ai laissés te détruire toi. Je ne l'ai pas interrompu. Je ne l'ai pas touché. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce que le silence s'étire entre nous, comme un pont que nous savions tous deux ne jamais franchir. Je n'attends pas que tu me pardonnes, dit-il. Je voulais juste que tu saches que je vois maintenant. Je vois tout. J'ai hoché la tête une fois, puis je l'ai laissé là, seul avec son chagrin. Les jours ont passé lentement. Les enfants passaient plus de temps dans mon jardin. Ils m'aidaient à arroser les plantes, dessinaient à la craie sur l'allée, m'apportaient des fleurs cueillies parmi les mauvaises herbes. Ils ne posaient jamais de questions. Ils restaient, simplement. Mes parents sont venus un dimanche après-midi. Pas de discours,
Pas de justification, juste des regards calmes et fatigués. Nous avions tort, dit ma mère. Tu ne méritais pas ça. Et pour une fois, ils ne demandèrent rien en retour.